Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP pour ce nouveau direct depuis nos studios dans Famille, Justice, Enfance numéro 192. Aujourd'hui avec Maître d'Angléan. Maître d'Angléan, vous le connaissez peut-être, vous en avez entendu parler. C'est une personnalité judiciaire du monde judiciaire français assez importante et dans notre étude du monde de la famille, il nous paraissait indispensable de pouvoir l'interroger. Maître d'Angléan, bonjour, vous êtes avec nous ? Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs. Je suis content de pouvoir présenter quelques observations et sur cette remarquable radio qui aide les gens, je pense, à connaître et à comprendre ce qu'est la Francardie, c'est-à-dire la France des Francards. Voilà. Bon, alors allons-y, commençons. Déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, définissons un peu l'origine de votre voix. Là. Qui est Maître d'Angléan en fait ? Comment devient-on Maître d'Angléan d'aujourd'hui ? Au début de ma vie, j'ai exercé la profession pendant 2 ans de dessinateur industriel et ensuite je me suis installé à mon compte pour exercer la profession de marchand d'antiquités. Pendant 7-8 années. D'accord. Je me suis installé comme entrepreneur en travaux, je crois 7 années aussi. Et puis après, ensuite, tu as fait du droit administratif, si je me souviens bien. Voilà, après j'ai fait des études juridiques, je n'avais pas le bac au départ, donc j'ai repris les études au niveau de la capacité en droit. Ensuite, maîtrise de droit public. J'ai préparé un DEA de théorie philosophie du droit à Paradis Panthéon, à Paradis Nanterre. Et en même temps, j'ai préparé un DESS contentieux de droit public à Paris 1, Panthéon Sorbonne. Voilà. Donc, ensuite, j'ai préparé. DESS, c'est plutôt une formation pratique et technique. DEA, c'est plus une formation théorique, philosophique, de théorie du droit, justement. Voilà. D'accord, donc un DEA, un DESS et assez rapidement des affaires très médiatisées tout de même. J'ai eu des affaires, voilà, j'ai défendu par exemple, je crois que j'ai défendu Dieudonné Mbala dans 2 procédures. Et puis ensuite, j'ai obtenu sa relaxe en 2014, je crois. Mais je ne sais pas si ça lui a plu parce que ensuite il a pris d'autres avocats pour le défendre et pour perdre du reste. Après, il a toujours été, il a presque toujours coupable au visa de la loi sur la presse. D'accord, ok. Je crois qu'actuellement, tu es également l'avocat de Natacha Ray. Exactement, je m'occupe de Natacha Ray. Alors, je me suis occupé d'elle dans le ressort de la cour d'appel de Caen. Alors là, c'est l'oncle de l'ancien mari de Brigitte Trogneux qui a poursuivi Natacha Ray. Je peux le dire, elle est victime. Natacha Ray a été victime d'un procès truqué. L'affaire est devant la Cour de cassation. Ok. Par contre, effectivement, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que en fait, tu as eu des affaires qui étaient médiatisées avec des personnes qui n'étaient pas forcément bien vues par le pouvoir. Et puis, je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet ou pas, mais tu es actuellement toi-même, enfin, si je pense que si, parce qu'on a essayé plusieurs fois de t'enlever ton diplôme d'avocat et aujourd'hui, on t'a enlevé ton enfant. Voilà, on a essayé de me chasser de la profession d'avocat. C'est l'objet de 3 procédures disciplinaires frauduleuses sur des fausses accusations. À chaque fois, j'ai été sanctionné par des faux conseils de discipline et la Cour d'appel a annulé à chaque fois ces fausses décisions, en quelque sorte. Et ensuite, les juges sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont organisé à mon encontre des procès sur des fausses accusations. Par exemple, j'ai été accusé par le tribunal, par le procureur de la République du tribunal d'Albertville de destruction de biens publics. La procureure, c'est Madame Anne Gache, qui est une ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Lyon. Ensuite, elle a fait une vague formation juridique. Elle a passé le concours d'accès à l'école d'avocat qu'elle a raté, semble-t-il. Et probablement, on a dû lui donner un lot de consolation. Elle est rentrée dans la magistrature. Elle se retrouve procureure à Albertville et elle me pourchasse, elle me poursuit pour destruction de biens publics. Les circonstances de fait sont extravagantes. Le tribunal d'Albertville, pour y accéder,
pour en sortir, il faut passer 2 portes vitrées coulissantes. Et je sors du tribunal, les 2 portes s'ouvrent et au moment où je passe la 2e porte, les 2 portes se referment brutalement et je me retrouve avec la main coincée entre les vitres. Alors j'écarte un petit peu les portes pour me dégager la main et sortir. Il n'y a pas de casse, rien du tout. Et voilà pas que je suis poursuivi pour destruction de biens publics. Alors j'ai été défendu par Bernard Ripert, par moi-même et par une 3e avocate qui était au barreau de Lyon et qui aujourd'hui est au barreau de Marseille ou de Toulon. J'ai été relaxé. Alors, juste un petit détail, une petite observation. Derrière la formation de jugement, le mur qui surplombait les juges, sur l'arrière, il y avait une balance qui symbolisait la justice. Mais ce qui était amusant, c'est que la balance, elle penchait franchement d'un côté. Elle penchait franchement du côté gauche. Je posais la question à Bernard Ripert. Il me dit, mais oui, mais c'est un juge qui avait constaté que ça fonctionnait pas normalement dans la justice et qui a fait pencher la balance d'un côté. Amusant, D'accord. non? C'est rigolo, oui. Effectivement. Très rigolo. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, par contre, là, ce qu'on va détailler un petit peu, c'est que, bon, de manière évidente, tu as pris la défense de personnes qui n'étaient pas très appréciées par le système. Tu as eu, visiblement, le système n'est pas forcément très content que tu aies certaines prises de position, certaines prises de parole. Et puis, soudainement, tu vois arriver des fausses accusations et on te prend ton enfant. C'est bien ça? C'est exactement cela. Mon fils avait 7 mois, Louis. Nous étions en février 2022 et voilà, je me retrouve avec des fausses accusations j'aurais commis des violences graves contre mon enfant, je l'aurais secoué, j'aurais séquestré la mère de mon enfant dans une cage, enfin des accusations grotesques. La mère de mon enfant m'a expliqué que c'est la policière qui aurait inventé ces accusations. Alors, mon enfant nous a pris notre enfant sans même m'entendre, hein. Sans même m'entendre. Je suis à 900 mètres du commissariat de police, j'étais là, on pouvait m'appeler, je serais venu. Bon, ça s'est passé comment? Non. Il y a eu le 119 ou alors ils sont venus directement chez toi? Tu as eu une procédure initiale avec l'assistante sociale? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mère de mon enfant qui a eu une sorte de sévère dépression postpartum et puis d'un seul coup, elle est partie en province avec notre enfant en voiture sans me prévenir, voilà. Oui. Donc, je vais normalement au commissariat de police, je demande qu'on la recherche et surtout que l'on recherche mon petit garçon, savoir où il est passé. Et on me fait comprendre, on me fait des gestes désagréables, on me dit, en gros, foutez-nous la paix, on recherchera pas votre enfant, on va convoquer sa mère, elle viendra quand elle voudra. Alors, elle est venue. Est-ce qu'on t'a raconté l'histoire qu'on entend très souvent? Il faut avoir un jugement, sinon on ne fait rien. Ce qui est faux d'ailleurs, hein, parce qu'enlèvement parental depuis 3 jours, c'est dans la loi. Hein. On t'a dit ça? Non. Non. T'as pas eu droit à ça, toi? D'accord, ok. Je voulais déposer plainte, mais on m'a dit non. Ah, refus de plainte. T'es un avocat, ils n'ont pas voulu prendre ta plainte. Le commissariat de police, on refuse d'enregistrer ma plainte pour soustraction d'enfants, disparition d'enfants. Bien sûr. Sur le thème, vous comprenez pas qu'il faut la lâcher la mère de votre enfant. En gros, je suis pas au commissariat de police pour récupérer la mère de mon enfant. Principalement, on recherche cet enfant de 7 mois en plein hiver et qu'on sache où il est. Bon ben non, on s'en indiffère, ça ne les intéresse pas. Bon, on convoque la mère de mon enfant et elle est venue au bout de 10 jours à peu près, voilà. Bon, donc là, d'accord, ok. Mais comment est-ce qu'on arrive au placement de l'enfant dans les services sociaux? Eh bien, elle est auditionnée le 31 janvier 2022 à son retour de province, après une disparition de presque 12 jours, 10 ou 12 jours, et à l'absence d'une avocate. J'ai vu le procès verbal. Elle fait état de vague harcèlement. On lui demande si elle veut déposer plainte. Non, je ne dépose pas plainte. Voilà. Il y a un procès verbal des services de police qui constate qu'elle est incapable et dangereuse sur le plan psychologique, psychiatrique, etc. Mais on la laisse partir avec le petit garçon de 7 mois quand même. Hein. On la laisse repartir. Elle va encore circuler pendant 2 jours. Donc les policiers, d'accord. Donc les policiers estiment par eux-mêmes que psychologiquement, ils sont ni psychologues ni psychiatres, mais visiblement. Donc les policiers estiment qu'elle est instable, qu'elle va pas bien, et donc ce sont eux qui font une déclaration aux sociaux, c'est ça? Alors, ils ont alerté le parquet des mineurs en prétendant qu'une plainte aurait été déposée contre moi pour
le fait que j'aurais secoué à plusieurs reprises mon enfant, le fait que j'aurais séquestré la mère de mon enfant, que j'aurais fouillé son téléphone, etc. Des accusations toutes plus foireuses les unes que les autres. Hein. Est-ce que cette plainte existe ? Eh bien, s'il y a un procès-verbal de dépôt de plainte, il est postérieur au jour de l'ordonnance de placement de mon enfant qui a été délivrée par le parquet. D'accord. Voilà. Et c'est cette plainte qui est censée avoir déclenché le placement de l'enfant, mais la plainte, en fait, a été faite après le placement. Exactement. Elle est du 3 février 2022, après le placement de mon enfant. Et cette plainte, ce procès-verbal a disparu de la procédure. Ah, et en plus, il n'est plus là. D'accord. Voilà, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. D'accord, ils l'ont perdu. Ils l'ont caché. Vous connaissez la chanson de ce poète-là. Disparu. Elle a disparu, on ne l'a plus jamais revue. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus. Donc après, effectivement, tu en as beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Tu as eu des soucis pour voir ton enfant. On arrive au médiatisé, elles ne sont pas prises en compte. Je crois qu'on t'a même refusé de médiatiser, c'est ça ? Tu as eu des problèmes pour... Enfin, vraiment, tu n'arrives pas à accéder à ton enfant. Dans un premier temps, il a été placé pendant 9 mois. Alors là, je voyais mon enfant une 2 visites médiatisées de 1 heure par mois. Et au bout de 5 mois, la Cour d'appel nous a accordé, à la mère de mon enfant et à moi, un droit d'hébergement 2 jours par semaine. Et ensuite, on nous a donné 3 jours et demi par semaine. Et durant cette période, il n'y a aucun signalement, aucun rapport d'incident ou quoi que ce soit. Tout se passe bien, ça dure 4 mois. Et au bout de 4 mois, tout se passe bien, vers la fin vers le mois d'août, la mère de mon enfant a fait une 3e tentative de suicide. Voilà, elle est en vie parce que j'ai fait le nécessaire pour éviter que ça soit une histoire qui se termine tragiquement. Et puis, 20 jours plus tard, un juge des enfants de la Seine-Saint-Denis nous prend une bonne décision. Il est décidé que notre enfant est placé à domicile. J'ai cru comprendre que la Cour de cassation vient de juger que ce genre de mesure est complètement illégal. Oui, parce que c'est une façon de prendre la main sur le JAF, c'est-à-dire qu'en fait, le JAF, juge d'affaires familiales, a autorité pour définir les droits de visite et autres. Le JDE, le juge des enfants, ne l'a pas, mais en faisant un placement à domicile, en fait, il préempte, en fait, il prend plus Et en fait, la Cour de cassation a dit non, ce n'était pas son attribution. Le juge des enfants est là pour définir ce qui est de la protection et de l'AEMO et du placement, mais non pas au niveau des droits de visite, des pensions alimentaires et ce genre de choses. RLP. Radio libre en Périgord. Bon, notre enfant, toujours est-il qu'il a été placé pour 6 mois à mon domicile, sous la surveillance d'une association, les Apprentis d'Auteuil. Ah, voilà. On les voit arriver, ceux-là. D'accord, ok. Voilà, donc toutes les semaines, 2 éducatrices, 2 personnes qui se prétendent éducatrices, mais j'ai vu leur comportement absolument délétère, viennent à la maison 1 heure pour voir si le petit va bien. Et elles voient un enfant qui se porte à merveille, qui sourit, qui est souriant, qui est joueur. Elles avaient leur diplôme, elles étaient diplômées, elles avaient leur diplôme ? Ah on n'a rien vu, on peut pas savoir si ces gens-là sont diplômés ou pas. En discutant avec eux, moi je le sais assez rapidement, je reconnais les gens qui ont fait les formations, qui sont des vrais professionnels, en parlant avec eux, ça émerge assez rapidement. Dans ceux qui sont relativement jeunes, c'est pas terrible. Hein. Oui, alors effectivement, il y a un problème de jeunesse d'intervenants. Normalement, lorsqu'on vient dans les familles, on devrait avoir des personnes qui eux-mêmes ont une connaissance de la vie et de la famille. Ça, ce serait une bonne chose, quoi. Ces 2 éducatrices, elles te connaissaient auparavant? Elles avaient entendu parler de toi via l'affaire Dieudonné ou autre? Non. Probablement qu'elles ont dû aller voir sur Internet et elles ont probablement estimé que j'étais un sale type, quoi. Elles avaient des préjugés sur toi. Elles t'ont fait sentir qu'elles avaient des préjugés sur toi. Ah, probablement. J'ai vu à la fin de la mission devait durer 6 mois. Et au bout de 5 mois, cette mission a été interrompue dans le cadre d'une soustraction d'enfants organisée par le personnel de cette association maudite, les Apprentis d'Auteuil. Ça s'est passé comment? Les Apprentis d'Auteuil t'ont piqué ton gamin alors qu'il était placé chez toi, c'est ça? Voilà, l'enfant est au 31 mai, voilà. Et le 5 avril, ils ont monté une combine avec la mère de mon enfant, qui apparemment avait arrêté son traitement, donc elle a eu une nouvelle crise, et ils se sont arrangés avec elle, ils lui ont dit, vous ramenez l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, hein, et puis vous demandez qu'il soit replacé, voilà. Et on fera le nécessaire, on vous arrangera l'affaire. Alors, c'était le 5 avril 2023, donc la mère de mon enfant m'envoie un SMS en me disant qu'elle est
à l'association, au siège, au bureau de l'aide sociale à l'enfance. Je comprends qu'il y a quelque chose qui se trame et j'arrive, je vois les 2 éducatrices des apprentis d'Auteuil qui sont là, et qui n'ont pas fait un seul rapport d'incident ou quoi que ce soit durant 5 mois, parce que tout allait bien. Et là, elle commence à expliquer que alors, la mission qui avait été confiée à cette association était double. Premièrement, une mission de service public, surveiller mon fils à domicile, voir si tout se passe bien. Là, il y a pas de rapport. Cette association avait une deuxième mission, c'est ce qu'on appelle des prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire que s'il voyait que l'enfant était en danger, il pouvait d'autorité se saisir de l'enfant pour l'héberger dans une structure dépendant de leur service. Alors, cette formule n'a pas été mise en place. C'est ce qu'on appelle le droit de repli. Effectivement, lorsqu'un enfant est en danger, ces services qui sont chargés de surveiller un enfant à domicile, je crois que c'est l'article 375-5 ou -2, qui donne cette possibilité. Le juge peut leur donner cette possibilité en cas d'urgence, reprendre l'enfant lorsqu'il constate qu'il est en danger à la maison. Ce n'était pas le cas, et puis le placer dans leur structure. Bon, cette option n'a pas été mise en place. Elles étaient là toutes les deux et elles ont constamment expliqué qu'elles ne peuvent pas mettre en place cette mesure dite droit de repli, reprendre l'enfant pour l'héberger dans un local dépendant de leur service. Et alors, il y avait un éducateur de l'aide sociale à l'enfance qui était là, un dénommé Polistrey, une psychologue, une dénommée Naboulet. Et on s'est réunis, voilà, et ils ont décidé qu'ils allaient d'autorité arracher mon enfant et le replacer le soir même en famille d'accueil, de manière tout à fait illégale, puisque... Oui, il n'y a pas de jugement, il n'y a que le juge des enfants qui peut faire ça, il n'y a que le JDE qui peut faire ça. Voilà, le juge des enfants avait assigné mon fils à mon domicile tous les soirs, tous les jours. Il devait vivre jusqu'au 31 mai 2023 à mon domicile. Et ce soir-là, il a été soustrait du domicile sur un coup tordu organisé par 2 préposés de l'aide sociale à l'enfance 93, le dénommé Polistrey, qui ce jour-là m'a dit « Fermez votre bouche en qualité d'avocat, sinon vous ne reverrez pas votre fils avant l'âge de 18 ans. » L'autre, une pseudo-psychologue qui s'appelle Naboulet, et puis les 2 personnels des apprentis d'Auteuil qui étaient là, une dénommée Béatrice Gental et l'autre, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Toujours est-il qu'ils ont replacé en violation d'une décision de justice mon enfant dans une famille d'accueil pendant environ 2 mois. Et ensuite, ils sont cette éducatrice qui s'appelle Béatrice Gental, originaire des Antilles, a fait un rapport en expliquant que mon fils est très heureux, tout va bien. On voit qu'il est souriant, il est sociable, il se développe bien, il parle, il marche, tout va bien, mais... Ils tiennent debout, ils mangent. Ouais. Voilà. Mais on a quand même une association qui brasse beaucoup d'argent public, qui décide, sans juge des enfants, de prendre l'enfant pour s'en occuper en famille d'accueil et donc d'avoir un budget alloué beaucoup plus important, de fait, quand même, par rapport au placement qui était chez toi. Non, c'est pas tout à fait ça. D'accord. L'association Apprentis d'Auteuil était sur place pour manigancer. Et ensuite, ils ont fait un rapport dégoûtant, répugnant, en expliquant que mon petit garçon va bien, se porte bien, mais ils ne sont pas intervenus pour le placement. Ils ont demandé aux préposés de l'aide sociale à l'enfance 93 de s'emparer de l'enfant et de le replacer dans... D'accord. Ok. Bon. L'éducatrice apprentie d'Auteuil a fait la chose suivante. Elle a pondu un rapport dégoûtant en expliquant que mon petit garçon se porte à merveille, mais que ce n'est pas normal qu'il se porte à merveille, parce que son père est un Thénardier et qu'il aurait instauré un climat de terreur au domicile. Voilà comment ça se passe. Pour un gamin de 3 ans. Ok. Et donc après, tu as encore eu des problèmes. Il avait 2 ans et demi à peu près. RLP. Radio libre en Périgord. Et après, tu as encore eu des problèmes pour y accéder en médiatisé. J'ai entendu parler de ça aussi. Ensuite, du mois d'avril 2023 jusqu'au mois de mai 2024, je voyais mon fils 1 heure par semaine en visite médiatisée avec les gens qui avaient intrigué contre moi pour me l'arracher, qui me surveillaient. Depuis le mois de fin mai 2024, je dois avoir, mon fils a été placé chez sa mère, on lui a rendu le petit, voilà, sans expertise, sans rien. Et là, à partir de là, je devais voir mon enfant dans un point de rencontre, 1901, APCE 92, dirigé par un dénommé Yassine Benachour, à partir du 10 juin
je devais voir mon enfant 3 fois par mois, 1h30 dans ce point de rencontre. Et ce dénommé Yacine Benachour, je lui écris, il me répond par Internet, il me dit, monsieur, on verra ça dans 6 ou 7 mois. Je lui dis, monsieur, ça va pas. Les décisions de justice en matière d'enfants doivent être exécutées tout de suite. Et je lui réécris. Et alors là, il écrit à la juge aux affaires familiales, Cécile Baudot, pour me salir, expliquer que j'aurais fait des actes d'intimidation, mêmes accusations que l'histoire de la policière, j'aurais fait des menaces, etc., etc. On ne fera pas les visites médiatisées. Donc depuis 5 mois, je ne peux plus voir mon enfant. Donc l'association médiatisée a décidé par elle-même que tu verrais pas médiatisé parce que tu t'es pas comporté comme ils avaient envie et qu'ils t'aiment pas en fait. C'est je t'aime pas. Et puis là, en fait, j'ai appris récemment que la policière qui avait fait des rapports au début là avait porté plainte pour des faits qui n'existent pas à des heures et des lieux où tu n'étais même pas présent. Exactement. Cette policière, elle s'est dressée pour elle-même un procès-verbal qui acte le fait que le 2 février 2022, à la sortie d'une audition, il n'y a pas de procès-verbal du 2 février 2022. Ce jour-là, je n'ai pas été auditionné, je n'ai pas mis les pieds au commissariat de police, j'aurais fait des actes d'intimidation. Voilà. Et ensuite, je fais une lettre pour expliquer l'affaire. C'est pareil. La Cour d'appel a estimé que les faits du 2 février 2022 ne sont pas démontrés puisqu'il n'y a pas de procès-verbal daté de ce jour. Donc, je n'ai pas mis les pieds dans ce commissariat de police. Et en ce qui concerne la lettre, en gros, je vise 3 jurisprudences où des erreurs judiciaires ont été commises et ont été corrigées. Jurisprudence. Eh bien, la Cour d'appel constate que c'est une lettre qui s'inscrit dans l'exercice normal des droits de la défense. Il n'y a pas d'acte d'intimidation, etc., etc. Mais pour le Éric Mathey, cette lettre caractérise des actes d'intimidation. On est chez les malades. Voilà. Je crois aussi que cette policière a un lien avec ton affaire et ton enfant, non ? Cette policière, c'est elle qui a transmis les fausses informations au parquet pour faire placer mon enfant. Exactement. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Bon, voilà. François, ce que tu es en train de nous décrire est très intéressant parce qu'en fait, si tu veux, il y a une longue liste de personnes qui me racontent des histoires similaires. Mais toi, tu es une personnalité médiatique, tu es un avocat, donc tu n'es pas monsieur tout le monde. Je veux dire, tu n'es pas un indigent, tu n'es pas quelqu'un qui... tu n'es pas un QI de 45. Bon, et ça t'arrive aussi à toi. Comment fait-on, on a très peu de temps là, mais comment fait-on lorsque l'État, en fait, se retourne contre le citoyen et fait ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir, en quelque part, en fait, en mettant en cause nos droits fondamentaux qui sont définis par la Constitution. La Constitution dit qu'on a le droit d'avoir et d'élever une famille, quand même, c'est dans la Constitution. Lorsque l'État commence à faire n'importe quoi comme ça, quelles sont nos solutions à nous, citoyens ? Mais malheureusement, je découvre qu'il n'y a pas beaucoup. Il faudrait saisir le comité des droits de l'homme aux Nations Unies parce que il faut pas oublier que notre pays a ratifié, validé la Convention internationale des droits de l'enfant. Absolument, qui expose que il y a la Constitution, droits de l'homme, CIDE. Normalement, ça passe devant les décrets, devant tout le reste, devant les codes, etc. Ouais. Exactement, les traités internationaux ont valeur supérieure à la loi, mais les juges français ne veulent pas respecter et garantir les principes reconnus par cette convention internationale pour les enfants de France. Oh, je vous donne un exemple. Il y a de la malveillance en plus, là. Il y a des gens qui se substituent aux juges par eux-mêmes. Il y a des faux témoignages de personnes qui sont policières. Il y a de l'acharnement évident de représentants de l'État au niveau du procureur qui s'acharne. Comment on fait, là ? On est en ex-URSS ou on a une chance ? Nous avons peu de chance. Je vois des gens peuvent se dire, c'est un avocat, on lui fait le même coup. Comment il a du mal, il peut pas avoir son fils. Oui. Comment on fait, nous ? Très difficile. J'ai engagé une procédure, une action en responsabilité contre l'agent judiciaire de l'État pour faire constater des fautes lourdes et des dénis de justice. Mais c'est très difficile. Les juges sont en train d'essayer de me saboter cette action. Mais je ne lâcherai pas. Et il faut que maintenant tout le monde sache que en France, les autorités françaises, les autorités de la République française, globalement, considèrent nos enfants comme des choses. En gros, tous ces services sociaux s'imaginent que leur but, leur mission et leur fonction serait en quelque sorte de rééduquer les parents.
mais ils se sont pas regardés, hein, parce que la plupart d'entre eux sont des grotesques. Et des gens sérieux, il y en a. Les gens sérieux ne restent pas, ils démissionnent. Maître François d'Angléan, merci pour ton honnêteté. C'est pas facile parfois de mettre sa vie comme ça pour montrer aux autres ce qu'on subit. Moi, je dis à tout le monde, lorsqu'on subit une énorme injustice, il faut aller aider les autres. C'est peut-être la dernière façon de survivre. Très bien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et ayez confiance, on va faire le nécessaire pour essayer de sortir de cette histoire. Créons une association, créons un syndicat. Ne nous laissons pas faire. Dénonçons ces comportements. Moi, je dis ça, c'est ce qu'on appelle la gauche mazoute. À bientôt. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.